Vous êtes nombreux au rendez-vous de ce magazine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Nous allons décortiquer comme d'habitude l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par ce congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation, cette plateforme chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons également aborder les questions liées à la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec ses assises de l'Afrique du Sud rejetées par Kinshasa. Madame, Messieurs, sur ce plateau, nous avons donc le plaisir de recevoir pour vous, pour la énième fois, le député national Francis Tchibalabala, qui nous vient de la famille politique du chef de l'État. Bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Je vais bien par la grâce de Dieu, et vous-même? Dieu fait grâce. Alors, Francis Tchibalabala, dites-nous comment se porte le parti au pouvoir. Nous avons vu plusieurs voix qui se sont levées. On a vu Eteni Longondo qui a même fait une conférence de presse pour prêcher l'unité et même des conseillers du président de la République qui sont allés à la rencontre de Déo Bizibou pour que l'unité redevienne au sein du parti. Comment se porte le parti? Je crois que le parti se porte moyennement bien. Toujours le même dans discours, la mesure où, effectivement, parce que il y a toujours des remous, il y a toujours des dissensions au sein du parti, etc. Il y a deux camps qui se sont constitués. Et je pense que tous les membres du parti, au jour d'aujourd'hui, sont en train de faire de pied et de main pour essayer de faire à ce que la paix revienne définitivement au sein du parti. Ils sont en train de jouer leur partition pour rabiboucher les différents protagonistes. Et je pense que c'est la seule voie qui va faire à ce que nous puissions parler d'une seule voix, que nous puissions nous ranger derrière le chef de l'État pour que nous puissions réellement l'accompagner. Alors, Eteni Longondo, hier, qui était identifié comme le cerveau moteur de ce qui se passe aujourd'hui, parce que l'histoire retiendra qu'il était parmi ces personnes qui se sont levées pour dire non à Augustin Kabouya, et du coup, il s'élève lors de sa conférence de presse, il dit que l'UDPS est devenue inapte, elle a perdu son aura et sa force à cause des divisions internes. Quelle est votre lecture de cette démarche alors qu'il est identifié comme les cerveaux de ce qui s'y passe? Voilà. Moi, je pense que les contestations au sein du parti ont commencé depuis très longtemps. Ce n'est pas à la faveur justement des actions menées par les collègues Eteni Longondo. Il y a eu avant lui beaucoup d'autres combattants de cadres du parti qui ont combattu Kabound, par exemple, et nous étions parmi ceux-là, qui ont combattu aussi Kabouya, donc le secrétaire général Kabouya. C'est vrai, il est venu prolonger les combats que nous avions commencés depuis très longtemps, et je pense que si aujourd'hui il décide de rabibocher ou de réconcilier les différents combattants pour que nous soyons tous rangés derrière le chef de l'État, je pense que c'est une très belle initiative. Mais vous savez, le problème au niveau du parti, c'est que des contestations ne manqueront jamais. Nous sommes un parti politique qui, de par nos statuts, prône la liberté d'expression. Il y aura toujours des remises en question managériales. Il y aura toujours des contestations, mais le plus important ici, c'est de nous conformer aux textes qui nous régissent. Vous savez, dans une société, il y a la norme. La norme permet justement aux membres de la société de vivre en harmonie. La norme fait à ce que l'anarchie ne puisse pas s'installer. Nous sommes un parti politique qui a des textes, nous avons les statuts, nous avons les règlements intérieurs. Il suffit seulement que nous respections scrupuleusement les textes qui nous régissent, il y aura moins de problèmes. Vous comprenez? Au-delà de ça, parce que ce que certains protagonistes avancent le fait qu'il y a violation des textes, etc. Et je pense qu'ils n'ont pas non plus tort en évoquant cela. D'autres posent les problèmes de gestion
naturellement. Et je pense que de ce côté-là aussi, ça piétine quand même, il faut le reconnaître. Mais le plus important ici, c'est de nous conformer à nos textes. Alors, mais qui dit vrai? Parce que Augustin Kabouya s'appuie aussi sur le texte qui régisse le parti. Déo Bizibou, qui a été porté au poste de secrétaire général AI par la CDP, s'appuie également avec ceux qui le soutiennent sur le texte. Finalement, les deux camps affirment respecter le texte du parti. Et je pense que, vous savez, les textes du parti ne doivent pas être interprétés selon les humeurs des uns des autres. Il ne faudrait pas, parce que vous appartenez à un camp, vous l'interprétez ou vous les interprétez selon votre camp, selon votre position. Les textes doivent être, en toute indépendance, être interprétés pour éviter naturellement qu'il y ait des problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Donc, de part et d'autre, ils évoquent le fait qu'ils sont dans la légalité, mais il suffit seulement de mettre des lunettes pour lire nos textes. Vous en conviendrez qu'il y a aussi de part et d'autre une certaine violation de certaines dispositions. Quel camp a violé? Je vous ai dit ici, chaque camp traîne des casseroles s'agissant du respect des textes. Les camps Kabouya, les camps Bizibou. En effet. Alors, et j'en veux pour preuve. Vous nous donnez l'impression d'avoir bien lu le texte qui régisse le parti. J'en veux pour preuve. Allez-y. Le secrétaire général Déo Bizibou, AI, comme vous l'appelez, a été investi par la CDP. C'est pas comme nous, hein, mais c'est la CDP qui l'a investi. Justement. Voilà. Mais lorsque vous lisez nos textes, vous en conviendrez que la CDP n'est pas constituée tel que nos statuts l'exigent. Ah bon? On va vous dire, voilà, il revenait au président du parti ou au secrétaire général de faire à ce que cette CDP soit valablement constituée. De l'autre côté aussi, on va vous dire, il y a eu des assises de Ngandaya, là, ils appellent congrès abusivement. Il y a eu des assises de Kisantou, c'était quoi Kisantou, oui, etc., qui auraient naturellement investi le secrétaire général Kabouya. Je pense que là aussi, on a essayé de forcer la main, naturellement. Donc, c'est pourquoi je vous dis, nous ne voulons pas ici faire du juridisme, nous ne voulons pas ici émettre des considérations qui vont encore jeter de l'huile sur le feu. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin que les deux camps fument les calumets de la paix, parce que nous avons des grands défis qui nous attendent devant. Mais c'est comme si vous n'avez pas cette conscience que vous êtes un parti au pouvoir et qu'il y a des enjeux, comme vous venez de les dire. Non, nous avons conscience, mais cela n'empêche que nous puissions naturellement revendiquer lorsque les choses ne marchent pas comme dans du beurre. C'est aussi notre droit le plus subjectif. Parce que ce jour, quand même, au regard des différentes nominations, le dernier cas, c'est avec le gouvernement souminois, la population observe que le profil reconduit aujourd'hui, on sait comprendre que ce n'est que de la volonté du président de la République, hein, Félix-Antoine Tshisekedi, c'est-à-dire que ni Kabouya, ni Déo Bizibou, ça ne vient pas de moi. Personne n'a été consulté, hein, selon ce qui se raconte. Mais écoutez, madame, mais ça ne pourrait être que par la volonté du chef de l'État. C'est lui qui est investi de ses pouvoirs constitutionnels de prendre une ordonnance. Mais alors que les temps passés, hein, Maître Francis Tshibalabalaba, même si vous faites semblant de le reconnaître, le temps passé, on voyait une mobilisation, c'est Augustin Kabouya qui amenait le dossier auprès du président de la République, et on pouvait facilement comprendre que Augustin Kabouya a fait des propositions au chef de l'État. Vous savez, le président de la République étant membre de l'UDPS, étant l'autorité des références de notre parti, connaît ses poulets, ses poulains, connaît tous les combattants et toutes les combattantes. Et les présidents pouvaient aussi se passer de cette procédure.
attendre que le dossier lui vienne du parti par les truchements du secrétaire général. Quand même donc, avec celui qui gère étant le parti. donné qu'il nous a gérés, étant donné qu'il était notre président, il peut aussi lui-même constituer des listes. Il n'a pas besoin forcément de recourir à la direction actuelle du parti. Vous comprenez? Donc ici, le président a le loisir soit de consulter les partis à travers ses dirigeants, soit de procéder lui-même aux nominations, parce qu'il est supposé connaître tout le monde. Le parti au pouvoir. N'est pas gérer, connaître les gens, je crois que c'est pas la même chose. Il pouvait quand même consulter. Je vous ai dit ici qu'il était notre président national. Ah, vous évitez bien ma question. Il connaît tout le monde. Alors, aujourd'hui, ces révélations faites par Augustin Kabouya qui ont poussé le peuple congolais à réfléchir. Augustin Kabouya a affirmé haut et fort que la première ministre Judith Suminwa, comme certains membres aujourd'hui identifiés comme membres du parti, ont adhéré à l'UDPS qu'après l'accession de l'UDPS au pouvoir. Qu'est-ce que ces personnes avaient de plus précieuses, plus que, par exemple, Maître Francis Tibalabala, qui a été identifié hier comme, jusqu'aujourd'hui, comme un grand leader du parti au pouvoir, n'avait pas pour occuper peut-être un poste aussi de taille dans ce pays comme d'autres qui sont au sein de ce parti? Vous savez, madame, moi, en tant que membre de l'UDPS, j'aimerais être en adéquation avec nos textes. Lorsque vous lisez l'article 6 de nos statuts, cet article dit ce qui suit, que tous les combattants ont le même droit et devoir. Même celui qui adhère tous les membres du parti. Vous savez, lorsque vous lisez le même statut, pour devenir membre du parti, il faut accepter nos statuts et règlements intérieurs et poser un acte délibéré d'adhésion au sein du parti. Donc même aujourd'hui, celui qui adhère aujourd'hui... Le fait pour la... Laissez-moi poursuivre ma réflexion. Le fait pour la première ministre de devenir membre du parti pendant que nous sommes au pouvoir, cela veut dire tout simplement, conformément à nos textes, qu'elle est membre du parti à part entière. Elle n'est pas membre du parti entièrement à part parce qu'elle a adhéré pendant que nous sommes au pouvoir. Non, elle est membre du parti. Elle a le même droit que Francis Tibalabala, qui a commencé l'UDPS en 2000, qui a occupé des postes au niveau... J'étais cadre de base au niveau de la cellule des sans-fil, vous comprenez, nommé par Étienne Tshisekedi lui-même. Donc, elle a le même droit et devoir que moi. Donc, le fait pour le président de la République de les nommer ou de la nommer première ministre, je pense que ça ne peut pas soulever une vague de réprobation, comme ce fut le cas à l'époque. Et vous constaterez vous-même que ces débats encore refait surface. Il y a des combattants qui sont en train de tirer naturellement sur elle en disant que voilà, elle venait à peine d'adhérer au parti, comment on peut la bombarder, un poste aussi important. Donc, elle a le même droit et devoir que ceux qui sont à l'UDPS depuis sa création. Mais c'est plusieurs observateurs, d'abord au sein du parti, s'inquiètent de voir que ce sont ceux qui sont arrivés qui occupent des hautes fonctions, que les anciens... Voilà, et je pense que ça relève quand même aussi du bon sens. Donc, s'agissant de droit et obligation, nous avons le même droit et devoir, le même droit et obligation, mais par rapport à l'attribution. Mais pourquoi toujours ceux qui ont adhéré aujourd'hui? Non, il n'y a pas que ceux qui ont adhéré, donc des combattants de la 25e heure. Il n'y a pas que eux qui sont aux affaires. Nous avons aussi des combattants. Il y a Jacques Men, qui est vice-premier ministre, qui fut un ancien secrétaire général du parti. Ils sont nombreux. Vous savez, au-delà du fait que nous serons tous combattants, tous n'avons pas le même profil. Tous ne sont pas des toreros. Les chefs de l'État, pour constituer son équipe,
Il a besoin de gens, il a besoin des champions, il a besoin de gens qui ont une certaine éthique, qui ont un certain profil pour matérialiser sa vision. Et si parmi ceux-là, on trouve ceux qui viennent nouvellement adhérer au parti, je pense que c'est dans l'ordre de choses. Il ne faut pas en vouloir au chef de l'État. Il ne faut pas en vouloir moi encore au parti. Ce sont des membres à part entière. Moi, je ne veux pas entrer dans ces querelles qui existent entre nouveaux et anciens. Je reste formel s'agissant des textes qui nous régissent. Nous avons le même droit, moi j'ai le même droit avec vous si vous adhérez aujourd'hui à l'UDPS. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. À en croire la population interrogée, cette situation est due au non-avancement des travaux de réhabilitation et qui s'effectuent sur cette avenue. D'aucuns déclarent qu'il y a parfois des moments où les travaux sont totalement abandonnés. Cette impraticabilité crée des embouteillages monstres presque chaque jour, compliquant ainsi le déplacement des usagers de cette voie. Message au gouverneur de la ville, vraiment suivi. Suivi na ezosenga te kabanda na bureau ezosenga ka chaque fois akitaka na se akitaka pona kotala kanzela ndenge ezosalema parce que zana bato na ndenge tomona ba chinois baso basalaka na moi batiki peuple azotambola banzela na butu mona banje ye mais omona banje ezokanga banzela moye bato baleka même na bato makolo bazana nzela te vraiment na osenga na gouvernement Daniel Bumbo sala musala papa yeba ke 5 ans ezebelete. Le seul vœu de la population est que les travaux soient accélérés et surtout que la saison sèche s'apprête déjà à laisser la place à la saison des pluies. Transformation de l'espace Grand Kassai. Des chantiers majeurs portés par l'Agence congolaise des grands travaux ACGT sont en cours. Il s'agit de la modernisation de la route provinciale 706 reliant Chikapa à Kamako et la réhabilitation de l'aérodrome de Chikapa. À la manœuvre, l'ingénieur Gilbert Kapoku, directeur provincial de l'ACGT pour les Grands Kassai, qui a conduit une mission technique d'envergure du 24 au 25 août 2025. La mission a débuté sur les chantiers routiers où les équipes de la mission de surveillance de la CGT du bureau technique de contrôle BTC. L'attention s'est portée sur le site du futur aéroport national de Tikapa. À l'issue d'une séance d'échange entre la CGT et les autorités provinciales, l'ingénieur Kapuku a effectué une visite technique accompagnée des équipes de la mission de surveillance du bureau de contrôle AEC et SARL et de l'entreprise Horizon Corporation. Bien que le lancement officiel des travaux reste attendu, le site montre déjà les signes d'organisation. Toutefois, l'érosion progressive de la piste existante inquiète. Pour être rallongée et élargie, elle est menacée par une dégradation naturelle qui pourrait compromettre ses fondations. Le directeur provincial a insisté sur l'urgence de mettre en œuvre des dispositifs de sauvegarde et d'accélérer les travaux préparatoires. À l'issue de cette double mission, Gilbert Kapoku s'est dit satisfait de la relance progressive des travaux sur plusieurs fronts. Il a rappelé aux parties prenantes la nécessité de maintenir un haut niveau d'exigence technique, de renforcer les reportings opérationnels et d'anticiper les aléas climatiques. Ce projet permettra de relier les Kassai au corridor de Banana qui va jusqu'au port du Haut-Katanga. Donc nous ne pouvons que demander à la population à nous faire confiance. Sur ce projet, il n'y a pas de problème. Tout se déroule bien. Mais vous savez, la technique, elle a ses caprices. La technique, il faut y aller doucement, suivre les étapes par étapes pour que les projets puissent bien se dérouler et puis arriver jusqu'au bout. Des projets routiers et aériens incarnent une ambition forte, désenclaver les Grands Kassai, fluidifier les échanges économiques et connecter durablement la région au reste du pays. Une vision partagée par le chef de l'État, le gouvernement et la population bénéficiaire qui attendent avec espoir la concrétisation de ces infrastructures stratégiques. Alors, Maître Francis Chibalabala, la population en a quand même marre aujourd'hui avec tout ce qui se passe au parti et on accuse l'UDPS de fouler aux pieds le combat de Félix Tshisekedi qui mettait l'homme congolais au centre des actions. Comment réagissez-vous à ces accusations? Je pense qu'il ne faudrait pas ici généraliser. Vous savez, dans toute famille et même s'agissant de partis politiques, tous les membres du parti ou d'un parti politique
n'ont pas assimilé les enseignements de la même manière. Mais c'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui arrive Il y a- aujourd'hui. il y a Donc, cette toujours- personne n'aura pas le temps d'assimiler les mêmes manières. S'il vous plaît, matières ou s'il vous manières. plaît, s'il vous plaît. Il y a toujours ce qu'on appelle des brebis galeuses. Ça ne manque pas. Et ceux-là, malheureusement, sont en train de jeter un discrédit sur notre parti politique à travers leur manière leur manière de faire, à travers leurs actes. Et il y a aussi de l'autre côté, de l'autre côté, nous avons ceux-là qui sont de maniaques, des valeurs qui nous ont été enseignées par les sphinx de l'Imété. Ils sont orthodoxes s'agissant justement de la vision du parti, s'agissant justement de ces punch lines du président de la République lorsqu'il disait que les saluts du peuple c'est la loi suprême. C'est un peu, par analogie, c'est un peu la même chose de ce qu'on appelle le peuple d'abord. On a senti ces Donc, vents. Félix Tshisekedi centres... était tellement attentif aux revendications de la population, mais aujourd'hui, on l'accuse de faire la sourde oreille. Non, il l'est toujours. J'en veux pour preuve. Chaque fois qu'il y a des cas de sinistres, chaque fois qu'il y a un problème, il est physiquement là. Pour non seulement compatir avec les sinistrés, mais aussi et surtout apporter des solutions idoines pour résoudre le problème. Donc ça veut dire qu'il a maintenu cette proximité avec sa population. Il est attentif s'agissant des cris, des pleurs de son peuple. Ça ne veut pas non plus dire qu'il doit tout accepter. Vous savez, madame, il y a parfois des folles rumeurs qui courent les rues, qui courent le couloir. Il y a parfois des accusations gratuites, vous comprenez, dont certaines personnes sont victimes. Il ne faudrait pas que le chef de l'État puisse prendre comme s'il s'agissait d'une lettre à la poste tout ce qui est dénoncé par la population. Non, il fait les tri naturellement, il prend avec de pincettes certaines accusations, certaines revendications de son peuple. Plus aux besoins de la communauté. Non, mais je vous ai donné l'exemple ici. Lorsqu'il y a eu une inondation, les présidents étaient physiquement présents. Il faut reconnaître quand même que l'UDPS a créé maintenant beaucoup de frustration au sein de la communauté. Au sein de la communauté? Au sein du parti ou au sein de la communauté? Même au sein de la communauté, la gestion de l'UDPS. L'UDPS a créé des frustrations? Oui, la gestion de l'UDPS. Non, je pense que c'est pas vrai? Ce sont des affabulations, madame. L'UDPS, s'il faut comparer notre gestion à la gestion du président au Kabila, vous verrez qu'il n'y a pas photo. Pourquoi vous voulez comparer? Notre gestion est plus meilleure, mais nous devons comparer parce qu'il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Il a été président de la République. Il a géré ses pays. l'UDPS meilleur aujourd'hui, même des coins qui ne manquaient pas du courant. Comment ça a passé une semaine sans courant? Non, alors madame, que sur Kabila, c'était pas le cas. Il ne faut pas dire ça, madame. Je prends seulement un exemple simple. Ah. S'agissant, par exemple, de la desserte en eau, l'usine de traitement, l'usine de la régie des eaux qui a été construite pratiquement vers Secomaf. Ça permet à ce qu'on puisse desservir une grande partie de la population qui occupe, la population qui vit à Mongafula, Kimbantsek, etc. Vous avez l'usine de, c'est quoi, c'est Ngalima, quelque chose comme ça, de la régie des eaux. La population n'est pas certainement d'accord avec vos affirmations. Elle a été construite aussi sous les règnes du président. Peut-être que Maître Francis Chibalabala... Vous avez parlé du courant, moi je vous renvoie à la régie de l'eau. Même à la régie des eaux également. Hein. S'agissant du courant, madame. Peut-être que Tchangou est servi en eau et en électricité. Non, pas totalement. Alors? Pas totalement, mais il y a deux coins. Il faut considérer aujourd'hui qu'il y a, avec l'étalement de la ville, il y a deux coins qui n'étaient pas habités à l'époque, qui sont habités aujourd'hui. Lorsque vous y allez, vous trouverez quand même du courant. Je prends aujourd'hui, on doit être pénalisé, c'est ça la meilleure gestion? Je prends Tsélé par exemple, parce que si vous, ici vous affirmez que la gestion de l'UDPS n'a pas contribué à la desserte en électricité, je pense que ce n'est pas correct.
Il y a des zones, comme je vous ai dit, avec l'étalement de la ville, il y a des endroits qui n'étaient pas occupés. Mongafoula, par exemple, lorsque vous allez trouver des nouvelles constructions, vous allez trouver une grande démographie dans ces coins, mais vous trouverez aussi du courant. Ça veut dire que la desserte, c'est un processus, ça se poursuit. Alors, que répondez-vous aujourd'hui à certaines voix, même au sein de votre famille politique, qui estiment que la situation que traverse le pays actuellement est une situation, comment je peux dire, entretenue par le président de la République. Quelle situation, madame? Parce que un seul appel de Félix Tshisekedi, Kabouya ou Deo Bizibou, au sein du parti. Oui, au sein du parti, va respecter. Alors, Félix Tshisekedi est dans une démarche, comme l'avait certainement affirmé Maître Joël Cadet sur ce plateau, diviser pour mieux régner. Voilà, moi je ne voudrais pas emprunter les mots de Maître Cadet. Personnellement, je me dis, ceux qui connaissent l'UDPS, ils ne vont pas s'étonner par rapport à la situation qui se passe actuellement au parti. Ce n'est pas nouveau, madame. S'il vous plaît. Vous êtes au pouvoir, ce n'est pas un parti dans l'opposition. S'il vous plaît, je vous informe qu'au sein de l'UDPS, on a eu à chasser Étienne Tshisekedi. À l'UDPS. Vous étiez dans l'opposition. S'il vous plaît, madame. Je vous informe aussi que lorsque le président Tshisekedi a signé, a accepté que Fayoulou soit les candidats communs de l'opposition, après la fraude qui avait émaillé ces processus, les combattants s'étaient positionnés contre la position du chef de l'État, de l'actuel chef de l'État, alors président de l'UDPS. C'était dans l'opposition. Donc, c'est pour vous dire que chez nous, la liberté d'expression est le maître mot. Aujourd'hui, vous êtes un parti au pouvoir. La liberté, que nous soyons au pouvoir ou dans l'opposition. Non, écoutez, madame. Je vous informe que... C'est comme ça que l'autre fois, Ferdinand Kambere du FCC avait dit que ce parti n'était pas préparé à gérer. Non, non. Pas seulement lui, mais plusieurs personnes. Je mets ça dans les crédits. Alain Bolodia également. Je mets ça dans les crédits des personnes qui sont membres de partis politiques où il y a un magistère, lorsqu'il dit tout le monde s'aligne. De partis, s'il vous plaît, madame, de partis qui sont dirigés de main de fer par leur initiateur. Mais ce n'est pas l'UDPS, malheureusement. À l'UDPS, les points de vue discutent, les points de vue échangent. C'est ça le maître mot, la liberté d'expression au sein du parti. Ah, c'est comme ça que le président de la République... Le président Tshisekedi ne peut pas aujourd'hui mettre en difficulté cette liberté d'expression qui est statutaire. Il a laissé les points de vue discuter, mais nous sommes suffisamment matures, nous sommes adultes. Nous allons certainement parler d'une seule voix, nous entendre. Vous comprenez? Les partis se meurent? Non, le parti ne se meurt pas. Le parti existe, ça fonctionne. Vous m'avez invité comme député UDPS, je viens donner la position... Ce communiqué d'Augustin Kabouya qui rappelle que le président de la République demande à ses ministres, aux mandataires de payer le 10%. Non, je pense qu'il ne faut pas ici impliquer le président de la République dans la gestion du parti. S'il vous plaît, madame. Le président de la République a donné des instructions. Dans la gestion du parti, étant donné que la Constitution interdit à un président de la République d'occuper des postes au sein de sa formation politique. Vous faites semblant d'avoir lu ce communiqué ou... Je n'ai pas vu un communiqué signé par le chef de l'État. Mais dans ce communiqué, un partisan au membre du parti des cotisés. Rappelle au moins à donner des instructions pour le paiement des 10%. S'il vous plaît, madame, n'impliquons pas le président dans la gestion quotidienne du parti. C'est pas moi qui implique le président. Hein. S'il vous plaît. Ici, nous ne voulons pas violer la Constitution. Les cotisations sont statutaires, madame. Ce n'est pas une innovation de M. Kabouya ou du président de la République. Les cotisations sont statutaires. Tous ceux qui occupent le poste au nom du parti, grâce au parti, doivent s'acquitter de leurs cotisations. Alors, le président n'a pas besoin de... Je veux lire le communiqué signé par Augustin Kabouya qui dit «
À cet égard, tout ça, il y a lieu de rappeler que l'instruction a été donnée par la haute autorité politique de référence. La haute autorité politique de référence, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi qui est toujours... Madame, moi je suis, s'il vous plaît, moi je suis secrétaire général du parti présidentiel. S'il vous plaît. C'est une preuve que même toutes ces personnes... Je suis secrétaire général du parti. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. Je suis secrétaire général du parti. Je ne citerai pas le chef de l'État dans notre cuisine interne, dans les affaires du parti. Ce sont des affaires privées. La Constitution interdit au président de la République d'occuper des postes au sein de sa formation politique. Vous comprenez? Oui, d'où la vacance qu'il y a aujourd'hui à la présidence du parti. C'est une surprise pour la population. Voilà. Je vous informe qu'en 2018, j'étais à l'Assemblée provinciale. UDPS avec ses réalités. J'étais à l'Assemblée provinciale, j'avais reçu justement une procuration, non, un mandat du secrétaire général Kabound, vous comprenez, mais partissait le pouvoir de récolter les 10% des élus provinciaux de la ville de Kinshasa. Et dans ces mandats-là, on avait uniquement évoqué les dispositions statutaires et réglementaires. Vous comprenez? On n'avait pas évoqué le chef de l'État. C'est une question qui pouvait se régler en famille. Ici, je pense que tout combattant qui est respectueux des textes doit s'acquitter justement de ses cotisations. Mais là où il faut relativiser, c'est que avec tout ce qu'il y a comme imbroglio au sein de la direction du parti, certains combattants sont réticents par rapport à leur cotisation, par rapport à l'acquittement de leur cotisation, parce qu'ils estiment non seulement la gestion de nos ressources sont opaques, mais aussi et surtout, il y a un conflit à la tête du parti. Qui dirige le parti à ce jour? Vous comprenez? Ce sont des préoccupations qui sont soulevées par certains combattants. Mais s'il faut être respectueux des textes, nous devons nous acquitter de nos contributions mensuellement, nous qui occupons des postes au nom du parti. Envoyez où? C'est ça la question. Il y a un compte du DPS. Lesquels? Parce que de Obizibou et son camp, il y a également un compte. Kabouya et de l'autre côté, il y a également un compte. Non, je ne pense pas. Il y a un seul compte du parti. Des comptes qui existent depuis toujours. Les comptes du parti. Le problème, c'est que c'est la gestion de ces finances qui pose problème. Vous avez déjà un jour eu, depuis la gestion de Augustin Kabouya, des rapports financiers? Ça n'a jamais existé. D'où justement cette opacité qui entoure la gestion de nos finances. Et c'est cette opacité, naturellement, qui refroidit certains combattants par rapport à leurs cotisations. Alors, madame, messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Que si j'avais initié cette démarche, c'était dans le seul but de voir notre parti avancer et occuper le premier rang dans la sphère politique congolaise et influencer sous le leadership prévoyant du chef de l'État la politique congolaise conformément à la vision de notre mentor, le président Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, laquelle vision est résumée par le slogan « Le peuple d'abord ». Malheureusement, quelques dirigeants on n'en saurait pas si à l'époque, je reviens, ma démarche avait été comprise par ceux-là même qui dirigent le parti, on n'en serait pas arrivé à la situation que notre cher parti connaît aujourd'hui. Ils sont conseillers du chef de l'État et en même temps membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Mardi 26 août 2025,
Ils ont tenu à s'imprégner de la marche du parti présidentiel. Les échanges avec le secrétaire général ad interim ont porté sur la situation interne du parti. Près d'une année après le congrès de la Convention démocratique du parti qui avait porté Deo Bizibou au poste de secrétaire général AI du parti présidentiel en remplacement d'Augustin Kabouya, accusé notamment de mauvaise gestion. Deo Bizibou a étalé sa gestion qui, selon certains cadres du parti, reste transparente et inclusive, qui le démarque ainsi de son prédécesseur. Dans la foulée, Richard Moussoma a laissé entendre que la porte de sortie de la crise que traverse l'UDPS reste le respect des textes qui régissent le parti. Et après notre entretien, nous nous sommes dit la porte de sortie, c'est le respect des textes qui régissent notre parti. D'abord, de part et d'autre, nous reconnaissons que nous sommes un parti politique uni. C'est un parti qui n'est pas divisible. C'est peut-être ce qui arrive dans tout parti politique. Et nous sommes conscients, parce que nous avons eu l'équitis de part et d'autre, que notre démarche était une démarche qui va aboutir à remettre le parti dans son fonctionnement habituel. Dans le même esprit, Jean-Baptiste a lancé un appel à l'unité. Nous sortons avec un esprit positif. C'est une démarche qui n'est pas facile, mais nous savons que les uns les autres, ce qui nous réconforte, c'est que tout le monde comprend la situation que traverse le parti actuellement et que tout le monde veut que ça cesse. Ce qui nous rassemble, l'UDPS, est plus fort que ce qui nous divise. Donc, c'est un message que je lance à tous les combattants. C'est un message de paix, un message de réconfort, un message de solidarité entre nous pour que nous puissions mettre en place les mesures qui accompagnent de part et d'autre, qui rassurent pour que finalement, cette initiative soit porteur. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de renforcer la cohésion interne au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Comme nous démontrent ces images, la délégation est répartie satisfaite de cette rencontre marquée par un appel à la paix et à la discipline au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher au feu Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous devons faire part aux autres collègues combattants de l'UDPS qui sont restés au cabinet et ensemble, nous allons décider quelle pourra être la suite de notre démarche. Aujourd'hui, plusieurs mandataires et députés, et pas seulement députés, mais ministres sont accusés de ne pas donner du travail aux combattants. Je ne saurais ni infirmer ni affirmer ces accusations. Vous faites semblant? Non, je ne fais pas semblant. Je vous dis qu'ici, moi, je suis très mal placé pour affirmer, moi encore mais infirmer. Vous êtes quand même membre du parti. Mais vous savez, ce ne sont pas de ministres qui doivent donner du travail aux combattants. Okay. Si nous sommes un parti organisé, les listes doivent être dressées au niveau de nos formations politiques. Si vous appartenez à un parti organisé, ce sont les formations politiques qui dressent les listes des personnes qui doivent être engagées par le ministre. Je vous donne un exemple. Le parti peut inviter tout le ministre. Dire au ministre, qu'est-ce que vous avez comme opportunité d'embauche, opportunité d'emploi dans vos ministères respectifs. Chaque ministre va dire par exemple, moi j'ai créé par exemple une nouvelle direction, il me faut 40 personnes. Il reviendra au parti maintenant, sur base justement de ces révélations ou de ces données, de dresser les listes envoyées au ministre. Mais la question que nous nous posons, c'est la procédure qui est suivie? Il semblerait que ce n'est pas une procédure suivie je réponds tout de suite non. Vous comprenez? Donc déjà le fait, je vous ai dit ici que les ministres ne peuvent pas d'autorité décider d'engager. Les ministres sont des mandataires du parti. Ils sont là pour travailler, pour l'État bien sûr, mais en conformité avec notre vision, avec les programmes du gouvernement, avec les programmes
du président de la République. Et le parti doit être là, derrière ces ministres, pour veiller non seulement à ce que ces ministres puissent traduire littéralement les programmes du président, mais aussi et surtout parce que nous sommes en politique. En politique, lorsque nous nous battons, c'est pour occuper des postes. Et s'agissant justement de ces deuxième aspect, il revient au parti naturellement de dresser des listes et de dire aux ministres quelles sont les disponibilités que vous avez au sein de vos ministères. Vous avez dit qu'à ce jour, cette procédure n'est pas respectée. Pas du tout, alors, malheureusement. Nous avons vu sur terrain, vous avez visité votre base et à un moment, il s'est posé des problèmes d'infrastructure. Certaines routes qui se trouvaient dans un état de délabrement très avancé dans le district de la Tchangou. Qu'en est-il aujourd'hui de plaidoyer que vous avez mené en faveur de votre base? Voilà, je pense que nous avons fait plusieurs plaidoyers. Nous avons plaidé pour la construction, si vous voulez, la réhabilitation de la boucle Matankoumou. Et je pense que cette route est en train d'être construite. Il y a la route Yanfou aussi, dont les travaux viennent de débuter. Il y a la route Mokali. Nous avons reçu des promesses fermes. Dans un état de délabrement très avancé. Hein? Impraticable. À Kimbanse, qu'il n'y a pas de route. Que vous prenez la route Nzoko, la route Mokali, Deuxième République, il n'y a pas de route. Une commune qui regorge quasiment l'un tiers de la population de Kinshasa. Et qui avait également massivement voté le président de la République. Hein? Qui a massivement voté le chef de l'État, qui est abandonné à son triste sort. Et je pense que le chef de l'État, ayant obtenu beaucoup de voix à Tchangou, a un penchant vers justement cette population-là, a donné des instructions fermes. La route Mokali va être réhabilitée dans les jours qui viennent. Il y a la rocade qui va sortir par Nzoko, qui va entraîner aussi la réhabilitation de la route Nzoko. Il y a la route Deuxième République qui n'est pas encore réhabilitée, naturellement, et elle laissera. Nous avons plaidé aussi pour la route Polino à Maluku, une grande route qui est abandonnée, et je suis en train, naturellement, de regretter parce que nous sommes quasiment pendant la saison de pluie. Et quand il pleut, naturellement, les routes sont impraticables à Kinshasa. Oui, la saison de pluie s'annonce déjà. Il y a la réhabilitation des écoles. L'école ISCOM, une école officielle abandonnée. Cette école est l'ombre d'elle-même. Cette école où j'ai présenté mon examen d'État, parce que c'était notre centre d'examen d'État. Mais quand vous y allez aujourd'hui, vous n'aurez que de larmes à faire couler. Ce n'est pas normal. Des écoles à Tchangou sont dans des états piteux, quasiment. Il faut réhabiliter les écoles. Il faut les équiper en bancs, en fournitures, etc. Avec la gratuité de l'enseignement, ce n'est pas tous les parents qui en bénéficient, tous les élèves. Parce que quand vous allez dans une école officielle, par exemple, on va vous dire il y a déjà débordement. Alors, vous parlez de l'éducation en faisant allusion aux infrastructures scolaires. Et la rentrée scolaire est déjà annoncée pour ce lundi 1er septembre. Est-ce que ces enfants viendront juste étudier dans ces conditions? Donc, la Tchangou pratiquement abandonnée. Je pense que à l'époque, lors de mon premier mandat, moi personnellement, j'ai eu à réhabiliter 2 écoles officielles. Avec les peu que j'ai économisé de ce que j'ai gagné au niveau de l'Assemblée provinciale. Si un individu a à mesure de réhabiliter 2 écoles, à combien plus forte raison l'État congolais? Je crois que le ministre de l'EPST doit, naturellement, c'est l'occasion d'ailleurs, parce que la session qui va s'ouvrir le 15 septembre, elle sera essentiellement budgétaire. Je pense que le ministre de l'EPST a pris la mesure de la situation. Les écoles qui sont dans des états de délabrement très avancés, des écoles, d'ailleurs je profite aussi pour féliciter les services nationaux, qui est en train de doter en banc certaines écoles, et universités. Vous comprenez, et des universités, etc. Donc le ministre doit intégrer justement dans ses perspectives d'avenir
les réhabilitations des écoles officielles. Alors, à un moment, on a vu à Kinshasa certaines écoles du côté Lemba vers Kassavubu. Est-ce que vous voulez dire que depuis que le deuxième mandat de Félix Tshisekedi, ou en parlant également du premier mandat, aucune école n'a été réhabilitée là-bas par le gouvernement congolais? En tout cas, à Tchangou, je n'en connais pas. À moins que je ne sois pas informé. Je ne vois pas, parce que quand je regarde, les grandes écoles officielles sont toujours dans ces états-là, de délabrement très avancé. Mais là, par exemple, je viens de faire le plaidoyer pour une école salutiste qui est à Petro-Congo, pour que les services nationaux viennent leur doter des bancs. Il y a l'école ISCOM, par exemple, la direction m'a contacté aussi pour intervenir auprès de services nationaux, pour qu'on leur dote aussi des bancs. Vous comprenez? Donc, il y a des choses comme ça qui sont faites de notre part, mais je pense que l'État doit réhabiliter les écoles officielles. La gratuité n'aura son sens que si les enfants étudient dans des conditions optimales. Si les parents ont la facilité d'inscrire leurs enfants. J'ai donné un exemple. L'école que j'avais réhabilitée, j'avais eu à construire des autres locaux parce qu'il y avait suffisamment d'espace. Il y a des écoles qui ont des terrains vides comme ça. L'État peut construire d'autres locaux pour permettre à tous les parents de bénéficier de la gratuité de l'enseignement à travers leurs enfants. Parce que l'argent qui servirait au paiement des frais scolaires pourrait être affecté à autre chose, par exemple. Alors, en parlant de l'enseignement, nous avons vu quand même les professeurs de Kinshasa. On a également des professeurs de l'UNIKIS qui annoncent également une grève pour revendiquer l'amélioration des conditions de vie. Mais c'est quand même inquiétant, la RDC, voir ces professeurs qui ont formé autant de personnalités aller faire un sit-in à la primature pour faire entendre leur voix. Maître Francis Chibalabala, vous l'aviez certainement appris. Que pensez-vous de cette démarche? Bon, vous savez, d'abord, j'aimerais vous dire que c'est leur droit le plus légitime d'aller faire les pieds des grues. L'éducation est le socle de tout, hein. S'il vous plaît. Je disais que c'est leur droit le plus légitime d'aller si je ne me trompe pas, assiéger justement la primature. Comme ça pour une première fois, c'est avec le régime de Tshisekedi. Non, il y a eu plusieurs revendications. Il y a eu des grèves, mais pas de sit-in comme ça, des professeurs en touche. Non, plusieurs fois. Ce sont des choses, nous comme députés provinciaux par exemple, nous avons eu à aller investir la primature. Il y a des collègues de l'intérieur et certains de Kinshasa qui sont allés passer nuit à la primature pour nos arriérés. Donc ce sont des choses qui existent. Non, ça existe avec Tshisekedi. Non, mais écoutez, mais si ça existe avec Tshisekedi, ça veut tout simplement dire que ce n'est pas un régime dictatorial. C'est un régime, ce n'est pas un régime répressif, un régime qui laisse ses compatriotes revendiquer, réclamer leurs droits les plus légitimes. Vous comprenez? Et ça entre dans les crédits du chef de l'État. Mais ça, c'est sur le plan de la forme. Mais dans le fond, je pense que les revendications sont fondées. Il faut ici que nos enseignants, parce que c'est eux qui nous transmettent de l'intelligence, que nos enseignants soient traités, bénéficient de salaires à visage humain, soient bien traités. Je pense que ça leur mettrait dans des bonnes dispositions pour assurer la matière aux enfants, à nos enfants. Vous comprenez? Et il n'y a pas que les enseignements des universités, et même ceux de primaire aussi, ce sont des gens qui jouent un très grand rôle. On dirait que c'est presque dans plusieurs secteurs, hein, on enregistre. Ils jouent un très grand rôle s'agissant de la construction de l'homme, en nous transmettant de l'intelligence, et je pense qu'ils méritent aussi un traitement adéquat pour leur permettre non seulement de nouer les débouts, mais aussi de vivre comme des citoyens. Alors avant de prendre le troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine, l'opération de démolition des constructions anarchiques. Aujourd'hui, plusieurs voix se lèvent pour dénoncer ce qui qualifie comme une destruction méchante du régime Tshisekedi. À un moment, le député national, le professeur
Godempoy avait lancé un appel pour dire que pour ceux qui sont victimes à la Tchangou, contactez Maître Francis Chibalabala. Où en êtes-vous avec cette démarche? Voilà, vous savez, dans une république, il y a les lois. Ces lois doivent être respectées par tous les citoyens, de la cave au grenier. Il n'y a pas, dans une république, il n'y a pas d'intouchables. Il n'y a pas des gens qui sont sur orbite, qui ne peuvent pas être confrontés aux lois de la RDC. Ça n'existe pas. À moins que nous soyons dans un Far West, dans une jungle, tout simplement. Et dans une république, lorsque je dis que tous les citoyens doivent être respectueux de lois, il n'y a pas que les citoyens lambda, il n'y a pas que le peuple, il y a aussi les dirigeants. C'est l'État congolais, il y a aussi les gouvernants, qui a donné à ces gens-là. Il y a aussi les gouvernants. Hein. S'agissant de gouvernants, lorsque vous faites une analyse holistique de la situation des démolitions, etc., des constructions anarchiques, vous en conviendrez que l'État a aussi une part de responsabilité. Parce qu'il y a des zones, par exemple, lorsque vous lisez la loi sur l'urbanisme, vous lisez l'arrêté interministériel de 93, vous lisez la loi foncière, vous en conviendrez qu'il y a des zones qu'on appelle des zones non édificantes, des zones où on ne peut pas construire, ça existe. Lorsque vous lisez malheureusement le plan d'urbanisation de la ville date de la colonisation, malheureusement, mais il y a ce qu'on appelle des servitudes. Il y a des emprises des routes, des emprises des chemins de fer, les emprises de lignes de haute tension, parfois même des habitations, un peu, des emprises de rivières, voilà, des emprises de routes, etc. Et vous verrez qu'il y a, s'agissant de ces emprises, le loi de la RDC interdit à ce qu'on érige des habitations en matériaux durables, même semi-durables. Mais vous allez vous rendre compte que ceux-là qui ont construit dans les emprises publiques, ils ont des titres qui leur ont été remis par l'État. Il y a eu un avis urbanistique, ils ont des certificats d'enregistrement, etc. Et là, il faut aussi que l'État puisse se sanctionner. Quand je dis se sanctionner, c'est-à-dire l'État doit sanctionner ses préposés, s'agissant de l'urbanisme, s'agissant des affaires foncières. Lorsque vous lisez ces lois, malheureusement, que ce soit la loi sur l'urbanisme... ces personnes ne sont pas sanctionnées. Voilà. La loi sur l'urbanisme ne prévoit pas de mécanisme de sanctionner, justement, ceux qui émettent des avis urbanistiques. Mais alors, Maître Francis, de permis de construire, etc. Même si c'est le cas, mais est-ce qu'il fallait commencer par là ou il fallait indemniser ces personnes? Maintenant, laissez-moi évoluer. Okay. Maintenant, j'étais dans la généralité. S'agissant de ce qui se passe, il y a ceux-là qui ont construit anarchiquement, qui sont couverts, c'est-à-dire leur forfaiture avait été bonifiée par les titres qu'ils ont obtenus en bonne et due forme. Il y en a qui n'ont pas construit anarchiquement, qui ont construit dans les limites de leur parcelle, tout simplement, mais qui sont victimes des démolitions parce que l'État veut construire une route, par exemple. Malheureusement, ces personnes-là, qui devraient être indemnisées, parce que c'est l'État qui a détruit leurs habitations, parce qu'il veut construire une route, ils sont abandonnés à leur triste sort. Ils sont mis dans le même panier avec ceux qui ont construit anarchiquement. Et je pense que ce n'est pas normal. Nous devons éviter des frustrations. Nous sommes dans un état de droit. Lorsque, je prends un exemple, à Massina sans fil. Okay. Déjà, le quartier sans fil, ce n'est pas un quartier urbanisé. On a vendu des parcelles comme ça, les gens ont acheté, ils ont construit, et l'État vous dit, voilà, je viens construire une route ici, je dois agrandir, et je dois démolir vos habitations, sans indemnisation. Ça n'a pas de sens. Ils sont convaincus, ceux qui démolissent, que ces gens n'ont pas respecté les plans d'urbanisation de la ville. Non, ces plans datent des années de la colonisation. Il y a des endroits qui n'ont pas été pris en compte dans ces plans d'urbanisation de la ville.
Je prends de nouveaux quartiers, par exemple. Ça n'existait pas. En train de créer, hein. Vous comprenez? Et l'État aujourd'hui doit anticiper. Lorsque vous allez vers Malukuntsile là-bas, Kinkole, il y a des gens qui ont construit sous les lignes de haute tension. Alors que lorsque vous lisez le loi de la RDC, ça fait partie des emprises. Il faut naturellement entre 25 mètres de part et d'autre. Mais les gens construisent sous ces emprises. Et lorsque ça va, une file va se détacher, mais ça va calciner les gens. Non, on va enregistrer des morts. C'est en ce moment-là, nous verrons des autorités venir compatir, s'adonner au spectacle. C'est le moment de démolir ces habitations-là. Avant que les pires n'arrivent. Hein. Avant que les pires n'arrivent. Mais c'est la même situation avec les stations-service. Vous savez, madame, que c'est dans ma circonscription électorale. Je peux même être sanctionné négativement par ces populations-là, contre qui j'exige la démolition des habitations parce qu'ils ont construit sous des lignes de haute tension. Mais je joue mon rôle de député, je joue mon rôle de leader. Nous devons protéger des vies humaines. La vie humaine est sacrée. On ne peut pas la compenser avec un immeuble, etc. Avec des millions, des milliards. Madame, Messieurs, place à présent à ce dossier. On se retrouve juste après pour un autre débat. Le commandant du peuple, le président élu l'a dit, l'a répété. Et heureusement, les pères spirituels l'ont repris dans leur canevas. Le dialogue, si nous voulons qu'il soit porteur d'un rêve nouveau pour notre pays, doit être un dialogue national et inclusif. Nous devons éviter à tout prix toute exclusion et toute discrimination. Tout Congolais, toute Congolaise qui a un impact significatif sur la crise actuelle qui secoue notre pays devra être sur la table des discussions. Ah mais avec cette réponse, M. Devos Kitoko, on ne va pas avoir 10 millions de Congolais autour de la table. Non. 20 millions de Congolais, il y a 5 millions de Congolais. Voilà pourquoi nous parlons des parties prenantes. Les parties prenantes? Oui. Qui sont-elles? Mais ces parties prenantes sont déjà énumérées dans les canevas de nos pères spirituels. Vous avez le pouvoir de Kinshasa. Comme composante? Oui, c'est une composante. L'Union sacrée, c'est une composante. Vous avez la Mouka, c'est une composante. Donc, comme ça, vous avez le pouvoir, l'opposition armée, l'opposition non armée, la société civile. Ce sont des composantes qui sont identifiées et énumérées dans les canevas présentés par nos pères spirituels. Ce sont des parties prenantes. Peut être initié comme pensée pour apporter la paix dans notre pays ne peut qu'être loué comme initiative. C'est vrai que je ne connais pas les TDR, je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils vont réellement, comment ils vont procéder, mais du moment donné que c'est pour la paix qui apporte la paix, disais-je, dans notre pays, donc pour moi c'est quelque chose à louer. Mais j'aurais bien voulu qu'ils tiennent compte d'autres paramètres également. Je pense que si c'est fait de bonne foi et de bon cœur, ça peut être le cadre pouvant ramener tout le monde ensemble. Oui. Écoutez, cette analyse n'est pas fausse. Elle peut être fondée du moment donné que le tandem Senko-SCC est porteur d'une initiative allant dans le même sens, mais leur procédé a été contesté par une autre tendance confessionnelle. Alors, Maître Francis Chibalabala, vous avez certainement suivi le dossier Constat Mutamba. Quelle est votre analyse aujourd'hui alors que le verdict est attendu? Voilà, madame, je pense que je suis très mal placé pour commenter de ces procès. Mais on attend les verdicts. Il semblerait que c'est un acharnement. On attend l'arrêt de la Cour. Je pense que ça va ouvrir la voie aux contestations certainement, pour certains. Et pour d'autres, ils vont estimer que le droit est rendu. Et c'est ça le plus important. Donc nous voulons que la Cour
soit réellement l'église au milieu du village, que la Cour puisse rendre pas un arrêt unique, mais un arrêt qui soit suffisamment motivé sur base des faits, sur base des éléments recueillis lors de l'instruction de l'affaire. Et je pense que ça va nous éviter justement des contestations inutiles. Alors, vous savez, nous devons faire foi en notre justice. Nous devons croire en notre justice. Et j'estime que cette justice, quoi qu'elle est malade, mais il y a quand même... Vous reconnaissez que la justice le chef est malade, de l'État l'a dit plus d'une fois. Je ne fais que prolonger les propos du chef. Mais il a opéré autant de changements pour guérir qu'elle est cette malade, justice. mais au sein de la justice, il y a des juges, il y a des magistrats qui sont épris de justice, qui sont enclins à rendre la bonne justice. Et je pense que les juges ayant siégé dans l'affaire Moutamba sont des ceux-là qui vont dire le droit et les vrais droits. Et je pense que c'est l'essentiel de mon intervention. Alors aujourd'hui, il y a deux voix qui estiment que la RDC n'est pas encore prête à avoir une justice équitable. Non, je pense que, vous savez, la justice, elle est contestée partout à travers le monde. Okay. À travers le monde. Vous savez, lorsque Trump avait des démêlés au niveau de la justice, il cria qui voulait l'entendre qu'il s'agissait d'un acharnement. Je vous rappelle Ségolène, non pas Ségolène Royal, Marine Le Pen. Elle est en train de tirer à boulet rouge sur la justice. Sarkozy, la même chose. Vous comprenez? Donc c'est dans tous les pays du monde, les gens ont tendance mais aussi on a l'impression de faire croire que ce n'est qu'en RDC, que ça se passe comme ça. C'est ce qu'on entend, même certains politiques, certains membres de la société civile qui font croire à l'opinion congolaise que ça ne se passe qu'en RDC. Non, non, c'est faux. Mais je vous ai cité des exemples ici. Oui, la justice, elle est administrée par des hommes. Seule la justice équitable, c'est la justice des dieux. Dieu n'est pas faillible. C'est la justice des hommes. Il y a eu combien d'erreurs judiciaires aux États-Unis? Des gens qui ont été condamnés à mort, condamnés à perpétuité, après 20-30 ans, à la suite de la révision de leur procès, ils se révèlent qu'ils étaient innocents. Comme aujourd'hui, vous demandez une peine de mort contre Joseph Kabila Kabange. Ce sont des choses qui existent. Donc ici, vous savez, on a tendance à considérer que tout ce qui s'est fait au Congo est mauvais. Ouais. Vous comprenez? C'est vous, les politiques, vous voulez faire comprendre à l'opinion congolaise. On nous a formaté ainsi. Vous savez, nous avons un logiciel qui dénigre tout ce qui est congolais, tout ce qui vient de notre ingénierie. Nous considérons que ce qui vient de blanc, ce qui vient d'ailleurs est meilleur que ce qui vient de... Vous comprenez? Nous avons des juges compétents, nous avons des juges intelligents, nous avons des juges chrétiens. C'est comme des politiques. Il y a des politiques qui sont de racailles, il y a des politiques qui sont là pour servir leur peuple. Vous comprenez? Alors c'est comme, il faudrait pas ici aussi considérer estimer que cette réquisitoire de la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange peut être aussi une erreur. Non, je ne dirais pas que c'est une erreur. Je pense que... Ça peut être aussi une erreur. Puisque ce sont des humains, ils peuvent se tromper aussi. Ça existe. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas considérer que tout ce qui est fait par la justice est parfait. Non, je vous ai donné des exemples ici. Quelle est la position de Maître Francis Tchibalabala face à ce procès-là contre Joseph Kabila Kabange? Voilà. S'agissant du procès Kabila, personnellement, je me dis, il est mis en examen pour du chef de plusieurs accusations. Ça a changé même son nationalité. S'il vous plaît. Et ces accusations ou les faits qui pèsent sur le président Kabila ont porté atteinte à la souveraineté, à l'intégrité territoriale de notre pays. Ces faits ont occasionné des milliers de morts. Même si sa famille politique ne reconnaît pas ces accusations. Et s'agissant de ces faits-là, la justice était saisie. La justice avait donné l'occasion à l'ancien président Kabila d'amener ces éléments des preuves, d'adopter une ligne de défense
qui mettrait en difficulté les accusations du ministère public, du parquet. La famille de Moïse Katumbi parle d'une manœuvre politique. Malheureusement, le président Kabila était brillamment absent dans toutes les étapes du procès. Commençons par le parquet militaire jusqu'à la cour, la haute cour militaire. C'est là que j'apprécie ces jeunes hommes Moutamba, l'ancien ministre d'État. Si c'était certains d'autres compatriotes, ils auraient pris la poudre d'escampette. Il est resté affronter la justice. Je ne dis pas qu'il est exempt des reproches, je ne les dis pas. Lorsque vous scrutez scrupuleusement les actes par lui posés, il y a quand même des choses à redire. Je ne dis pas qu'il est innocent non plus. Mais le fait d'affronter la justice, ça fait de lui un bon citoyen. Donc Kabila n'est pas un bon citoyen parce que vous estimez qu'il n'a pas affronté la justice. Les faits en disent long. Alors qu'il n'était pas là, il était là pour ses études. Il avait la possibilité de revenir ici. Non. Et pour le moment, il reste préoccupé par la situation du peuple congolais. Il y a des gens qui vivent à l'étranger, mais qui viennent répondre aux invitations de la justice. Sa priorité, c'est la vie des Congolais pour le moment. Non, madame, écoutez. Pas pour un procès que la famille politique de Moïse Katumbi considère comme une manœuvre politique pour remettre fin mais justement, tout cela sont des affidés du président Kagame. Ah. Ils sont passés à l'ennemi. Ils ne peuvent que se soutenir. Vous avez déjà entendu ces gens-là exprimer la moindre compassion à l'endroit des milliers de Congolais qui sont tombés. Aucunement. Vous avez déjà, à travers leurs partis politiques ou par les billets de leurs propres leaders, des leaders de leur formation politique, avez-vous déjà entendu une certaine réprobation par rapport à l'agression dont nous sommes victimes? Peut-être qu'ils sont dans un schéma tel que les Ils se sont alignés à la démarche rwandaise. Ils font beaucoup de bruit, mais eux, ils restent focalisés sur le bien-être du peuple. Le bien-être pendant que le peuple est en train de mourir. Le bien-être pendant que vous facilitez justement la prédation de nos ressourses. Non, mais ils accusent, au profit du Rwanda. C'est ça le bien-être des Congolais. Il dit de braver bien sûr les minéraux de la RDC. Avec un accord imaginaire, un accord qui n'existe pas encore. L'accord sur le minerai n'est pas encore signé. Mais il accuse quand même. Ne mettons pas la charrue devant le bœuf quand même. La famille politique de Joseph Kabila Kabange reste confiante quant au retour de Kabila à la tête du pays. Maître Francis Tibalaban. On ne peut quand même pas interdire à quelqu'un de rêver, madame. Est-ce qu'il y a un moyen par lequel Joseph Kabila peut rentrer? Non, mais c'est fini, madame. Sur le plan de la Constitution, c'est fini. Vous, UDPS, vous êtes en train d'interpréter autrement la Constitution. Constitutionnellement, il a épuisé ses 2 mandats. Il s'est reposé. Donc il peut revenir. C'est ça l'interprétation. Il ne peut plus redevenir président dans ces pays. En dehors de moyens démocratiques, il le peut, bien sûr. C'est-à-dire quoi? Vous voulez dire quoi? Non, mais il est dans des machinations pour renverser l'ordre constitutionnel établi. Ce n'est que de cette manière-là qu'il peut revenir au pouvoir, par un coup de force. Sur le plan démocratique, c'est impossible, madame, parce qu'il a épuisé ses 2 mandats constitutionnels. Je vous donne, nous avons pratiquement le même système avec les Américains. Obama a fait 2 mandats d'errant. Il ne peut plus revenir encore au pouvoir. Trump est revenu parce qu'il n'avait fait qu'un seul mandat. Il lui reste ses derniers mandats ici. Chez nous, la durée du mandat du président est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Alors, cette feuille de route commune pour le dialogue national qui était donc rendue publique en début de semaine, elle est portée par la SENCO, les CC, la plateforme de confession religieuse au Congo, ainsi que la coalition interconfessionnelle pour donc, la nation. Et du coup, Dodo Kamba, qui est avec les confessions religieuses, n'est pas d'accord avec cette feuille de route. Vous savez, madame, je pense que
nous devons regarder dans le rétroviseur. C'est-à-dire quoi? Chaque fois que nous voulons poser un acte. Vous savez, moi personnellement, je suis contre le dialogue. Format SCC, Pas seulement vous, hein, même Église certains de Reveil, Congolais. etc. On a tellement dialogué dans ce pays. Vous savez pourquoi je suis contre le dialogue? Pourquoi? La volonté de 10-15 personnes ne peut pas prévaloir sur la volonté de tout un peuple. Nous avons opté pour la démocratie dans ces pays. Les modes d'accession au pouvoir, s'agissant du président, des députés, des conseillers municipaux, des bourgmestres, etc., c'est les élections. Nous avons élu un président qui a été pratiquement, c'était un triomphe. Il a fait 74%. Ça veut dire la majorité de la population lui a concédé une portion de sa souveraineté pour présider aux destinées de notre nation. Et ce président a un mandat de 5 ans. Le mandat du président arrive à échéance en 2028. Pourquoi devons-nous aller au dialogue qui déboucherait sur, sans nul doute, le partage de pouvoir, pour une prolongation du mandat, etc. Nous ne devons pas violer notre constitution. Le président a toujours eu une main tendue vers l'opposition, vers ses compatriotes depuis toujours. Il a toujours été ouvert au dialogue, mais les dialogues format SCC-SENCO Maintenant, avec les confessions religieuses, les autres qui ont un... va déboucher non seulement sur un partage de pouvoir, l'opposition va vous dire, voilà, nous ne voulons pas par exemple que telle institution fonctionne. Ils vont vous dire, puisque nous n'avons pas de députés à l'Assemblée, que le Parlement soit dissous. Ça sera en violation des textes, bien sûr. En violation de la Constitution. Mais c'est une démarche ils vont vous dire, voilà, s'il vous plaît, madame, ils vont vous amener des conditions maximalistes pour enfin bénéficier ou gagner des conditions minimalistes. Ils vont vous dire, voilà, telle institution doit cesser de fonctionner, nous devons nommer des députés, en contrepartie, vous allez prolonger votre bail à la présidence. Et ça sera en violation de la Constitution. Nous avons opté pour la démocratie. Les gens doivent s'élancrer. Madame, nous devons nous comporter en républicains, en démocrates. Lorsque un camp gagne les élections, nous devons prendre notre mal en patience. Attendre les prochaines élections. Est-ce que vous êtes en Pendant ces temps, madame, nous devons affûter justement notre offre programmatique que nous allons soumettre au peuple. Si le peuple est séduit par notre offre, il votera sans nul doute pour nous. Vous comprenez? Et cette histoire des dialogues, nous irons des dialogues en dialogue. Au-delà de ça, au-delà des dialogues, il y a aussi cette manie qui consiste, chaque fois, lorsqu'il faut nommer des gens, parler de la géopolitique, que les gens d'un camp doivent se retrouver, etc. Non, la population n'a pas besoin de tout ça. La population n'a pas besoin de voir un Moulouba à la tête du pays, un Moulouba ministre, un Moukongo à la tête du pays, un Moukongo ministre, un Swahiliphone, etc. Et qu'est-ce que la population La population a besoin d'avoir quelqu'un qui va prendre à bras les corps ses desiderata, qui va alléger un tant soit peu sa souffrance, qui va régler les problèmes sociétaux. Vous comprenez? La population a besoin de quelqu'un qui va jouer le rôle de Messie, qui va apporter des solutions à ces problèmes. Vous comprenez? Et pour ce faire, on n'a pas besoin d'une tribu, on n'a pas besoin que vous apparteniez à une zone linguistique. On a besoin d'un Congolais, tout simplement. Et nous devons, d'où justement le chèque que nous enregistrons dans la gestion.
Lorsque vous enlevez un ministre pour incompétence... enregistre dans la gestion. L'échec que le pays enregistre... Depuis notre indépendance. Depuis l'indépendance. Parce que nous sommes en train de surfer sur des considérations ethniques, tribales, au lieu de considérer le profil, les backgrounds, cet esprit de travailler pour la population. Alors, Madame, Monsieur, prenons ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, a porté à la connaissance du Conseil la situation de la justice dans les zones occupées et non occupées dans les deux provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, spécialement sur les mesures urgentes à prendre. Il a souligné que la Constitution de la République démocratique du Congo reconnaît à la seule autorité de la loi le pouvoir d'instituer les tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit. De même, en ses articles 19 et 149, la Constitution interdit également de soustraire ou de distraire quelqu'un du juge que la loi lui assigne. Or, dans les zones occupées par le Rwanda et leurs supplétifs, la justice y est quasi inexistante. Les violations régulières de droits humains y perpétrées sont documentées et dénoncées et demeurent pour la plupart impunies, et ce, du fait de l'absence d'une autorité judiciaire de recours. C'est dans ces contextes que l'FCM23 a récemment annoncé la constitution d'une commission prétendument chargée de préparer la relance du système judiciaire dans les territoires occupés, une intention totalement illégale. Face à cette situation, les ministres d'État, ministres de la Justice et garde-sceaux préconisent plusieurs actions, notamment dans les zones de sous-occupation, d'assurer la protection de civils en mettant fin aux violences, de documenter les crimes commis pendant l'occupation, d'adopter une résolution interdisant toute reconnaissance des actes et décisions de justice pris par les autorités de fait et les déclarer nuls et dénuls les faits, obtenir le rétablissement rapide des cours et tribunaux en matière en même temps que les forces de sécurité, réaffirmer la tolérance zéro en matière de lutte contre l'impunité et les principes d'exclusion afin que les responsables de crimes et ceux qui les soutiennent soient exclus de toute possibilité d'amnistie. Aux premières heures de ce mardi 26 août 2025, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Somokakoulé, est arrivé à Oicha en compagnie de quelques membres du comité provincial de sécurité, de son cabinet, ainsi que de certains députés nationaux et provinciaux. À son arrivée, il a été accueilli par le comité local de sécurité et une population venue nombreuse. L'autorité provinciale a expliqué que cette visite répond à son devoir de père vis-à-vis des habitants durement touchés par la récente incursion des ADF. Dans sa jubessière, le gouverneur militaire a apporté une assistance humanitaire composée de tôles, 20 par ménage pour la reconstruction des abris, d'une enveloppe financière ainsi que de nouvelles stratégies sécuritaires destinées à renforcer la protection des civils. Sur place, il a échangé avec la société civile et a organisé un dialogue social visant à trouver des solutions locales aux problèmes locaux, privilégiant l'écoute et la concertation avec la population. Alors, Maître Francis Chibalabala, congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation, vous avez participé. En amont, qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir de cette grande manifestation qui a réuni les membres de l'Union sacrée de la nation? Voilà, j'avais pris part effectivement au deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation. Les présidents de la République avaient émis les vœux de voir cette grande plateforme se restructurer. C'est comme ça qu'il y a eu ce détricotage de l'Union sacrée.
Et nous avons pondu une architecture aujourd'hui qui a mis tout le monde d'accord. Et il fallait que nous puissions nous revoir aussi la charte de l'Union sacrée. Il y avait des dispositions qui fâchaient quand même. Il y avait beaucoup de remous, il y avait beaucoup de frustration dans notre famille politique. Et étant donné que nous sommes une plateforme organisée, il était des bonnes à loi que nous puissions nous doter d'une charte qui soit à l'image justement ou à l'aune, qui soit à l'aune de l'union sacrée, qui soit à l'image de ce que nous voulons que l'union sacrée soit. Vous comprenez? D'où la convocation de cette deuxième session du Congrès de l'Union sacrée. Ça sera le 15 septembre, c'est la rentrée parlementaire. Alors, quelle est la feuille de route de l'Union sacrée après donc ce congrès? Bon, je crois qu'il y a eu des mémos qui avaient été lus au-delà de l'adoption des statuts et règlements intérieurs, parce que c'était ça au fait l'objet de ces congrès. Il y a eu aussi des mémos qui avaient été faits à l'endroit du président de la République. Donc le membre de l'Union sacrée avait pris en considération la situation miséreuse dans laquelle vit notre peuple, avait peaufiné de stratégies pour sortir le pays du gouffre dans lequel il est, s'agissant de l'agression dont nous sommes victimes, et aussi s'agissant de perspectives de développement de la RDC. Donc il y a eu un peu une étude exhaustive qui avait été faite, et je pense que ces propositions-là seront mises à exécution par le chef de l'État, parce que c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions, et c'est lui qui sera le seul comptable vis-à-vis de son peuple en 2028. Ah, vous l'avez bien souligné, hein, il sera seul, hein, Félix-Antoine Tshisekedi. En effet. Alors cette question, lors de l'exécution de l'hymne national, je ne sais pas si vous aviez tiré attention, de l'Union sacrée de la nation, il y avait certaines personnalités en première ligne qui ne chantaient presque pas. Alors la question est de savoir, est-ce qu'ils étaient mécontentes est-ce que l'hymne national n'est pas peut-être en mode impair comme on le savait avant, c'était Seko, vous savez bien, non? Sautant avec le impair, c'était Mobutu Seko. En fait, pour plaire juste à Félix-Antoine Tshisekedi, parce qu'il était là. Alors, que pensez-vous donc? Alors peut-être, j'allais dire, les pensées de ces personnes étaient ailleurs. Je pense que les Congolais ont suivi parce que c'était quand même en direct. Madame, je serais scandalisé si les sociétaires de l'Union sacrée, parmi les sociétaires de l'Union sacrée, certains ne s'étaient pas levés lorsque l'hymne national avait retenti. Je serais scandalisé. Mais comme ils ne chantaient pas, là... Ce n'est pas une obligation pour un concitoyen de chanter l'hymne national. Mais c'est un peu comme lorsqu'on chante l'hymne national de la RDC, on se sent fier parce qu'on se reconnaît congolais. Justement, je dis que ce n'est pas une obligation. Non, mais ils doivent quand même se sentir fiers. Non, le fait de chanter l'hymne n'est pas synonyme d'un attachement sans faille, de votre attachement sans faille à votre nation, non. Il y a des gens qui restent silencieux, mais parce qu'on doit plaire à Félix-Antoine Tshisekedi. S'il vous plaît, il y a certaines personnes qui restent silencieuses pendant que l'hymne retentit, mais c'est silence, et ce n'est pas un silence hasardeux, vous comprenez? C'est un silence de méditation. Pendant ce moment, il s'inspire. Naturellement, ça existe. Vous comprenez? Mais je pense que tout le monde s'était levé par respect à notre hymne national, par respect pour notre pays. Tous nous étions debout et suivant justement l'hymne, comment il retentissait. Alors si j'ai bien suivi, le président dans son allocution bien sûr, a proposé un dialogue lorsque la paix sera donc revenue dans la partie est de la RDC. Alors on s'est dit, une fois qu'on a la paix, quelle sera l'opportunité? Le président n'a pas dit ça. Le président tout simplement dit qu'il n'y aura pas de dialogues qui nous seront imposés. Par quelques citoyens. Il faisait quand même allusion. S'il vous plaît, par quelques citoyens que ce soit. Que ce soit des étrangers ou des nationaux. Il faisait quand même allusion à ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Par exemple, l'invitation des Thabo Mbeki, par exemple,
Et le président n'a pas pris la main. Nous avons rejeté justement cette proposition. Alors qu'il négocie parce avec que ceux qui nous agressent. Vous savez, madame, lorsque vous vous posez en facilitateur ou en médiateur, vous devez être réellement l'église au milieu du village. Mais nous connaissons tous les inclinaisons de Thabo Mbeki, les penchants de Thabo Mbeki, son alignement vis-à-vis de ce qui se passe à l'Est. Il soutient sans embâche, madame, la FC M23. Il est du côté du Rwanda. Et une telle personnalité, pensez-vous que sa médiation va porter ses fruits? Je pense que non. Donc, pas le regretter? Que ce soit à l'interne aussi, le président a dit qu'il y aura dialogue que lorsque lui-même décidera de les convoquer. Lorsque la paix sera pas à l'initiative des nationaux, des étrangers, etc. Parce que c'est lui à qui la population avait accordé son suffrage en 2023. Alors, il en sera le seul comptable. Il n'a pas besoin qu'il y ait des a priori soulevés, naturellement, par des citoyens de quelque bord soit-il, pour qu'il y ait dialogue. Il ne veut pas non plus qu'on lui force la main, alors qu'en réalité, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc le pays a rejeté la main des assises de l'Afrique du Sud. Vous n'allez pas le regretter? En quoi faisons, madame? Parce que déjà, nous avons accepté la médiation des Américains, nous avons accepté la diplomatie de Doha. Je pense que ces deux processus, ces deux processus suffisent. Et quel est l'impact aujourd'hui s'agissant du conflit externe? S'agissant du conflit externe, ces deux processus suffisent. S'agissant de nos problèmes internes, je pense que les filles et fils de la RDC, pour se parler, ils ne doivent pas attendre qu'il y ait un dialogue convoqué sous les auspices de la Senco ECC, Église de Réveil, par exemple. Non, le président de la République, c'est lui qui a la mesure de la situation, qui voit, qui sait quand est-ce que nous devons nous asseoir autour d'une table pour naturellement éventrer le bois par rapport à la gouvernance, par rapport à certaines frustrations dont certains compatriotes sont en train d'exprimer, que certains compatriotes sont en train d'exprimer naturellement. Donc il ne revient pas à un individu de proposer au chef ou d'imposer son diktat au président de la République. Alors aujourd'hui, les deux processus Doha, États-Unis, je pense que suivent leur cours normal. Il y a un accord de paix. Les Congolais continuent à tomber. Hein. Madame, je vous informe que... Et puis le M23 AFC continue leur Je vous informe que le cessez-le-feu n'a jamais, alors jamais, été respecté scrupuleusement. Il y a eu un cessez-le-feu décrété à Doha, naturellement, lors de la signature de l'accord de principe, mais il y a des violations de ce cessez-le-feu. Vous avez suivi vous-même que les deux camps se rejettent la balle. C'est pour vous dire que si c'était fait de manière délibérée, personne, naturellement, ne se déroberait de sa responsabilité par rapport aux actes commis sur le terrain. Alors, d'où viendra la paix pour l'Est de la RDC? Nous sommes dans ces processus et il y a un accord de paix qui sera signé entre nous et entre le gouvernement. Dire que la paix viendra entre le gouvernement, entre le gouvernement et l'AFC M23. Je pense qu'à la signature de cet accord, la paix définitive sera constatée dans la partie orientale de la RDC. Alors, Maître Francis Chibalabala, nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro qui a eu le plaisir de vous recevoir. Cette question, Maître Francis Chibalabala, UDPS avec deux secrétaires généraux, quelles sont vos relations avec Augustin Kabouya ainsi qu'avec Déolisio? En tout cas, avec l'honorable Kabouya, nos relations sont au beau fixe. Et quelle est la dernière fois que vous êtes appelé? Avec, vous avez parlé parti? Bon, ça fait un moment, et surtout que nous appartenons tous à la même chambre au Parlement. Nous nous rencontrons de temps en temps, vous comprenez? Et avec Deo Bijibou, je n'ai pas de relation particulière avec lui, mais on a eu déjà se saluer une fois lorsque
l'Union sacrée de la nation avait rendu public son hymne. Naturellement, on s'était retrouvé là-bas et on s'est salué. Et entre les deux, qui doit gérer le parti? Je pense qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup d'autres combattants qui ont des aptitudes pour présider à nos destinées, s'agissant de la gouvernance du parti, ou de la gestion du parti, excusez-moi. Et je ne saurais pas opérer le choix dans la mesure où je ne constitue pas, moi, le baromètre pour évaluer Augustin Kabouya, moi encore Deo Bizibou. Mais je pense que un bon gestionnaire, c'est celui qui est orthodoxe, qui est maniaque du respect de textes qui régissent sa formation politique. Donc c'est celui-là qui est un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, c'est celui qui anticipe. C'est celui qui est imaginatif, qui prend des initiatives, qui ne voit pas les bouts de son nez. Là, nous sommes en train, par exemple, d'accompagner le chef de l'État pour son deuxième et dernier mandat. Il y aura certainement des élections, à moins que la population décide autrement, que le président prolonge son bail au vu de la situation qui sévit dans la partie orientale de notre pays. J'ai dit à moins que la population. Vous comprenez? Parce que la Constitution est la volonté de la population. Et la il n'y a que la population. Il n'y a que la population qui peut la détricoter. Vous comprenez? Et si la même population décide que le président prolonge son bail au palais de la nation, je pense que ni moi ni vous, nous pouvons faire obstacle, nous pouvons contrarier justement à cette volonté de la population. Lorsque nous parlons de la population, on voit la majorité. Vous savez que nous, UDPS, avions battu campagne pour le non de cette constitution au référendum, mais les oui avaient l'emporté parce que la majorité, et c'est les oui-là représentent la population. Donc, nous sommes en démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Donc, à moins que la population décide que les présidents, comme je l'ai dit, puissent se rempiler. Au cas contraire, s'il faut s'en tenir à la constitution actuelle, nous serons appelés à présenter un dauphin, nous, UDPS. Je pense qu'un bon gestionnaire, c'est celui qui prend en considération les enjeux futurs et il profite des stratégies maintenant pour que nous ne soyons pas désabusés demain. Alors, c'était scandalé en début de semaine avec la démission de Mbosso. Alors, la police nationale congolaise qui a déclaré que le commissaire principal Junior Mbosso Kazadi était donc inéligible à une démission volontaire conformément au fonctionnement de la PNC. Mais ces révélations qui ont fait parler plus d'un Congolais, votre lecture, maître Francis Tchibalaba? Bon, je pense que si vous êtes policier, vous avez le droit de démissionner. Mais lui, il était inéligible. Justement, parce qu'il y a des critères aussi. L'inéligibilité, naturellement, selon les dires de la police, de la direction de la police, fait référence à une certaine conditionnalité. Notamment un certain critère, par exemple, vous comprenez? Mais il n'est pas interdit à un policier de démissionner. Mais là où je suis contre sa manière de faire, c'est le fait, naturellement, de passer dans le média. Vous comprenez? Ce n'est pas un politique, c'est un policier. C'est un policier. Je pense que là, il a quand même péché, mais on ne peut pas quand même lui interdire ce droit de démissionner. Mais s'il n'est pas éligible, c'est certainement sur base des conditions qui sont requises. Il courait la prison parce qu'il n'était pas éligible à la démission. Il l'a fait tout en jetant un discrédit sur je pense que si sur le plan disciplinaire, il a commis un manquement, il ne sera pas à l'abri de sanctions ou de poursuites disciplinaires. Vous comprenez? Mais en même temps, sur le plan pénal, si sa sortie médiatique, ses propos, constituent une infraction, naturellement militaire, certainement il sera arrêté, il sera jugé, il sera écroué. Alors, merci bien, maître Francis Tchibalaba. Vous avez une minute pour vous adresser à cette population qui vous a Voilà, je demanderai à la population de la Tchangou de continuer à soutenir le président de la République. De s'aligner derrière le narratif officiel, derrière la vision du président, parce que nous devons tout faire pour que le président réussisse.
Vous savez, madame, 5 ans, c'est peu, mais c'est en même temps une éternité. Un président qui échoue pendant 5 ans, c'est la population qui en fera le frais. Et la population doit accompagner son chef donc, pour qu'il réussisse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Allez-y. Un président qui a échoué pendant 5 ans, les victimes, c'est la population. C'est nous le peuple. Et nous devons tout faire pour que le président échoue, en l'accompagnant, en faisant en sorte que le président puisse non seulement réussir son mandat, mais aussi et surtout prenne en considération nos desiderata. Et nous devons être vent debout contre cette agression injuste dont nous sommes victimes. Et je pense que nous sommes en train de voir le bout du tunnel, c'est ça le plus important. Et la réussite ou la victoire est dans notre camp. Et aussi, ne prêtez pas oreille à tous ces prophètes des malheurs, ces pécheurs en eau trouble qui sont en train de vendre du vent à la population en disant que nous sommes en train d'hypothéquer ou, si vous voulez, de brader nos minerais, que nous sommes en train de nous compromettre pour que nous ayons à tout prix un accord de paix. Vous comprenez? Donc, rassurez-vous que tout sera fait aux conditions des Congolais. Merci bien, Maître Francis Tchibalabala, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Madame, Messieurs, c'est complètement fini. Je rappelle que notre invité de ce jour est député national, doublement élu au niveau provincial également. En effet, madame. Et il nous vient du parti au pouvoir, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Vous avez certainement aimé cette émission, alors n'hésitez pas de nous écrire, de nous contacter. La porte de Info 7 reste grandement ouverte. Et bien c'est l'heure, c'est complètement fini. Info 7, une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Alors restez fidèles sur la chaîne Haute Définition et surtout n'hésitez pas de participer massivement à cette marche de santé organisée par Congo Web Télévision. Maître Francis Tchibalabala, on vous invite de prendre part à cette marche. Ça sera l'occasion pour moi de brûler la graisse. Hein. Alors, contactez-nous donc à ce numéro qui passe régulièrement sur les antennes de Congo Web Télévision pour donc vous inscrire et prendre part à cette marche de santé. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Congo Web. Au revoir.